Je m'appelle Christophe Wally, je suis disquaire indépendant à Paris dans le 11e, magasin démarré en 1989, il s'appelle Le Silence de la Rue. L'offre est plutôt éclectique, assez généralisée vers tout un tas de formes d'expression, de beaucoup de musique organique, c'est-à-dire jazz, rock, pop, blues, soul, funk, rhythm and blues. Beaucoup de titres indépendants, artistes français également, musique d'ici et d'ailleurs, d'Éthiopie, pour parler du jazz éthiopien, du reggae, du Brésil. La clientèle qui se déplace ici est multiple. Première tranche d'âge de 20-35 ans. On sent dans la démarche de ces jeunes possiblement l'orientation d'aînés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des prescriptions en écoute de musique sur des choses plutôt académiques, qui devraient avoir tel disque de Led Zepp, Jimi Hendrix, voilà, pour parler de choses très classiques, ou alors écouter John Coltrane, commencer son introduction là au jazz à travers ce type de préconisation. Et puis surtout toute l'actualité musicale de sortie de nouveautés qui est hebdomadaire. Et c'est pas ce qui manque, il y a une richesse de production musicale, de conception d'albums qui est tout à fait impressionnante. Nous, ce que l'on va proposer, c'est à la fois ce qu'on appelle le front catalogue, c'est-à-dire les nouveautés, puis le back catalogue, tous ces trésors de musique enregistrés, entretenus, réédité par les maisons de disques de plus en plus sérieusement, c'est-à-dire en termes de qualité, de remasterisation. Donc ça offre un éventail de musique vraiment large. Ensuite, il y aura des clientèles peut-être un petit peu plus seniors, là ça concernera des musiques telles que le jazz, le blues, mais c'est même pas, on peut avoir aussi des seniors qui aillent vers tout un tas d'artistes dont les disques viennent d'arriver, de vraies nouveautés, voilà, donc c'est une espèce de panier mixte en fait. C'est l'école du goût. Je crois que quand on est sur une écoute qui est pratique, puisque le stream, ça vous place au milieu d'un océan de musique, dès lors qu'il s'agit de certains modes d'enregistrement, je pense notamment en musique avec forte résonance, enfin des instruments en résonance comme le jazz, ça passe pas la qualité du streaming. Donc il y a eu un phénomène, je pense, de groupe, et si la tendance est confirmée, c'était vraiment dans l'idée où on puisse avoir cette exigence de qualité de restitution acoustique à domicile. Je l'ai vu au moment du confinement de 2020, je suis un peu allé sur les réseaux sociaux où les gens à domicile, puisqu'ils ne travaillaient plus, avaient l'occasion de réécouter de la musique ou de relire Proust, pourquoi pas. Et là, il y avait sur Instagram notamment des photos d'intérieur qui étaient tout à fait étonnante, c'est-à-dire on photographiait la discothèque, la platine, le chat posé à côté de la platine, voilà. Il y a eu une espèce de viralité comme ça, et il y a eu un rebond économique immédiat sur cette demande de disques de partout. Moi je fais de la vente à distance comme beaucoup de mes confrères. Il n'y a pas qu'Amazon qui a vendu lors de cette période compliquée, et c'était tout à fait sidérant de voir là, sur tout un tas de territoires, ce besoin de musique à écouter chez soi, alors qu'on pouvait aussi, pourquoi pas, streamer, sauf qu'il y a eu, pour parler des oppositions, des pratiques et des modes de consommation, on a pu mesurer au début des baisses de consommation sur les plateformes de streaming. Pourquoi ? Parce que la musique que l'on écoute en stream, c'est au cours d'une journée sur 2 instants précis, lorsqu'on va au travail et lorsqu'on rentre chez soi. Et donc là, comme les gens étaient à domicile, eh bien, c'est plutôt la platine qui faisait parler la musique. C'est une belle chose parce que pendant très longtemps, pendant les années CD, le vinyle avait disparu. Alors on en trouvait d'occasion, mais je dirais que la pratique consacrait, enfin dans la consommation, plutôt il y a eu ces années-là où seuls les disquaires indépendants maintenaient l'offre commerciale sur les vinyles. On n'a jamais eu de peine à en approvisionner, que ce soit auprès de fournisseurs indépendants ou en important ça des États-Unis, puisqu'on ne trouvait plus ça en Europe. Il y a tous ces fonds de catalogue sur des prestigieux labels, je pense à Blue Note, Impulse, Verve, Mercury, Polydor, Warner, tous les labels Warner, avec des offres américaines qui étaient constantes. C'est-à-dire que là-bas, on continuait à fabriquer du vinyle et que ça s'exportait plutôt facilement. On vend
supports enregistrés qui ont été élaborés il y a bien longtemps. Le vinyle, c'est quelque chose qui remonte à maintenant bientôt 80 ans. J'ai commencé par ça. Moi, j'ai démarré ce magasin quand le CD est arrivé, donc j'ai vu progressivement ce nouveau support prendre une place de plus en plus importante dans ce que l'on proposait dans tout un tas de magasins, que ce soit des magasins indépendants ou des grandes chaînes succursalistes spécialisées. Et puis il y a eu un coup d'arrêt au milieu des années 2000, c'était la première crise des nouvelles pratiques de consommation de musique, téléchargement. C'était été très rude, ça a duré à peu près 3 ans. Et puis, tout en démonétarisant le CD, le vinyle s'est refait une belle place à peu près partout, ce qui a donné un bel élan, un beau ressort avec comme constatation de base un renouvellement générationnel des clients. C'est-à-dire, vous voyez des générations, des secteurs d'âge 20-35 ans venir chez les disquaires et repartir principalement avec du vinyle. Ensuite, il y a eu la période suivante qui a été, je dirais pas une deuxième crise, mais l'évolution des nouvelles pratiques avec le streaming. Là, c'était plus une logique propriétaire d'abonnement auprès de structures comme Apple pour avoir dans iTunes un nombre phénoménal de titres, mais la possibilité là en direct live de streamer. Au début, la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ça va de nouveau secouer ce métier ou est-ce qu'au contraire ça aurait un levier promotionnel? On s'est rendu compte avec beaucoup de bonheur que les pratiques n'étaient pas opposables et que beaucoup d'artistes majoritairement streamés étaient aussi des gros vendeurs de physique. Donc, ce qui veut bien dire que eh bien, on pouvait à la fois être abonné sur ces plateformes-là et venir chez les disquaires, acheter des disques ou les commander par correspondance. Pour parler de ce que j'ai vécu en un petit peu plus de 30 ans, il y a eu des moments de remise en question, de crise. On a traversé ça, crise structurelle, crise conjoncturelle. Là, on a affaire depuis maintenant un petit peu plus d'1 an et demi à une autre problématique qui est le renchérissement très sérieux des vinyles, de par le coût de la matière première, les fameux polymères, les coûts de transport évidemment, puisque tout ça est gros consommateur de pétrole et de produits dérivés. Et ça, c'était avant que M. Poutine ait la bonne idée d'envahir l'Ukraine. Bien. Le baril est en train de flamber, donc on a connu l'année dernière une hausse. Je dirais qu'il n'y a pas de péril pour l'instant. L'idée de travailler sur le temps long, c'est de trouver des canaux de distribution supplémentaires. Fort heureusement, l'appétit des gens en disque n'est pas du tout démenti. Je mesure là, à travers mon activité de vente à distance, qu'elle est en perpétuel accroissement. Là, ça doit représenter à peu près 1/3 de ce que je vends et sur tout un tas de territoires différents. Donc ça consacre aussi ce bon résultat, malheureusement, la raréfaction d'une offre disque en magasin dans toutes ces villes et dans tous ces pays. Et on redessine comme ça une espèce de géographie des ventes qui reconstitue une bonne partie de nos activités économiques et de notre chiffre d'affaires. Donc oui, je ne suis pas très inquiet sur le temps long, tant qu'on sera en mesure de presser des disques, quels qu'ils soient, vinyle ou CD, en faisant attention à maîtriser les coûts de fabrication et donc son incidence sur les tarifs à la vente. On va commencer par quelqu'un que j'aime bien, Laurent Barden, qui est un saxophoniste, là qui vient de sortir ce nouveau disque intitulé Hymne au soleil. C'est principalement instrumental, sauf pour un titre qui est le dernier de l'album et qui est interprété par Bertrand Belin, qui pose sa voix sur un morceau, donc c'est un mélange de soul, de jazz. Je vous ai aussi sélectionné ça, qui est une compilation de titres assez anciens et exotiques, ça vient du Japon. Le Wamono Groove, alors c'est un mélange de soul, de jazz et surtout ça utilise et ça recycle des instruments traditionnels japonais. C'est purement instrumental et je dirais que cette espèce d'alliage et d'association de sonorités tout à fait authentiques et traditionnelles sur le groove qui pulse derrière fait que c'est une pure réussite. Le dernier disque, c'est un disque de confinement. C'est le disque de Feu Chatterton qui était sorti en 2021, qui est un disque magnifique. C'est le 3e album du groupe que je continue à vendre très régulièrement. Magnifique de poésie, d'onirisme. Voilà les coups de cœur que j'ai pu
à voir là sur quelques mois. La ville est à cran, d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants ?